Alors, voici une petite vidéo sur le cours sur travail et énergie, enfin sur la carte mentale commentée, suite à une demande que j'ai reçue ce matin. Bien. Alors, la question c'était globalement, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur le chapitre travail et énergie qui vous fait peut-être un petit peu peur, parce que surtout au niveau des calculs, mais au niveau du cours, en fait, c'est assez simple, il n'y a pas grand-chose à retenir. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le travail d'une force? Essayez de voir un petit peu le travail comme l'efficacité d'une force par rapport au déplacement qu'on veut donner à notre système. Pour calculer le travail d'une force, c'est le produit scalaire du vecteur F, ici, et du vecteur AB, qui est donc le déplacement du système. Donc le produit scalaire se traduit par la valeur de la force F, la valeur de la longueur du vecteur AB, donc c'est de la multiplier, et multiplier également par le cosinus de l'angle entre les deux. Le travail, c'est une énergie, on l'exprime en joules. Ce travail, on peut se retrouver dans trois situations différentes sur le schéma ici. Donc la première situation où l'angle alpha est inférieur à 90 degrés, ça veut dire que le travail va être positif, parce que le cosinus du coup de alpha sera positif. Ça veut dire que la force F favorise le mouvement du système du point A vers le point B. À l'inverse, l'angle alpha peut être supérieur à 90 degrés, auquel cas avoir un cosinus négatif. Et on va se retrouver avec un travail qui sera négatif. La force F, on le voit bien ici, gêne le mouvement qui va de A vers B. Elle a tendance à ramener le système vers l'arrière. Et enfin, un travail nul, la force F est perpendiculaire au déplacement AB. Ça veut dire que la force F n'a aucune incidence sur le mouvement, elle ne sert à rien. On dit que le travail est nul. On dit aussi que la force ne travaille pas. Donc on vous demande d'expliquer par exemple quelles sont les forces qui travaillent, celles qui ne travaillent pas. C'est lié au fait que le travail soit nul ou non. Une force qui travaille, le travail peut être moteur ou résistant. Une force qui ne travaille pas, le travail est nul. Les forces conservatives et les forces non conservatives, il n'y a pas grand-chose à retenir, vous devez savoir la définition. Une force conservative, c'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Exemple typique, le poids. Vous devez être capable de démontrer que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, on l'a fait en cours. Et qu'une force non conservative est une force dont le travail dépend du chemin suivi. Et typiquement, être capable de citer les forces de frottement. Plus le chemin suivi est long, plus les frottements vont faire perdre de l'énergie au système. En ce qui concerne l'énergie, donc on a déjà vu en première, je ne le rajoute donc pas ici sur la carte mentale, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Je vous invite à aller jeter un œil sur vos cours de première. On avait vu que dans le cas d'une balançoire, par exemple, on avait un échange permanent, ou de montagne russe, ça marche aussi, un échange permanent entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Plus on prend de la hauteur, c'est-à-dire plus on prend de l'énergie potentielle de pesanteur, plus on ralentit, donc on perd en énergie cinétique. L'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle de pesanteur, et à la descente, c'est l'inverse, l'énergie potentielle de pesanteur diminue, se transforme en énergie cinétique, le système acquiert de la vitesse. Donc on a un échange permanent entre l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique, la somme des deux étant l'énergie mécanique. Sauf que c'est pas tout. On va rajouter cette année l'énergie potentielle élastique. Donc l'énergie mécanique, en fait, c'est la somme de ces trois énergies. Sauf qu'en réalité, en terminale, soit on aura affaire à de l'énergie potentielle de pesanteur, soit à de l'énergie potentielle élastique. C'est-à-dire que si on étudie un ressort, on va l'étudier horizontalement pour pas qu'il y ait de variation de hauteur. Donc soit l'énergie mécanique sera égale à énergie cinétique plus énergie potentielle élastique, soit énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur. Perdez pas de vue que de toute façon c'est les trois, et que si vous continuez la physique après, il faudra vous rappeler que c'est bien les trois. Donc cette énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique de l'ensemble du système. Si le système ne perd pas d'énergie, l'énergie mécanique est constante. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement. En revanche, si on a des frottements, l'énergie mécanique diminue au fur et à mesure des oscillations, au fur et à mesure des échanges. Et du coup, notre système va perdre de l'énergie. Je prends l'exemple de la balançoire. Si vous vous mettez à osciller sur une balançoire, il y a un moment où vous allez vous arrêter, puisque vous allez avoir des frottements au niveau du pivot de votre balançoire. Donc vous perdez au fur et à mesure de l'énergie mécanique. Donc sans modifier la période, on diminue simplement l'amplitude des oscillations. Ce qu'il faut connaître, c'est que la variation d'énergie mécanique du système est égale au travail de la force de frottement. Ce genre de relation nous permet de calculer par exemple la valeur de la force de frottement. J'ai mis un petit graphique à côté pour vous rappeler l'échange de valeurs. Voilà, donc quand l'énergie potentielle élastique est maximale, l'énergie cinétique est minimale, et inversement, l'énergie mécanique étant la somme des deux. Donc ici, on a un système où l'énergie mécanique diminue. On a donc un système avec frottement. Et dernière chose, les oscillateurs. Donc les oscillateurs, ce sont des systèmes qui oscillent, qui bougent autour d'une position d'équilibre, et qui
tendent avec les frottements à revenir sur cette position d'équilibre. Deux types d'oscillateurs que l'on peut traiter, donc je ne sais pas si on aura le temps de voir le TP sur l'oscillateur élastique, on verra bien. Celui sur le pendule simple, on l'a déjà vu. Donc le pendule simple, c'est une bille qui oscille autour de sa position d'équilibre, qui est la position verticale. Elle est soumise à deux forces, son poids et la tension du fil. On a une période de 2π racine de L sur G, L étant la longueur du fil, et petit g, l'accélération de la pesanteur. La masse du pendule ne rentre pas ici en ligne de compte. Et un oscillateur élastique, donc typiquement on fixe un ressort horizontal avec une petite masse au bout et on la fait bouger. C'est pas forcément facile à mettre en place parce que ça frotte quand même pas mal, il faut un système un petit peu spécifique, mais bon, ça peut fonctionner très bien avec un système spécifique. Là, la seule force qui entre en compte, c'est la force liée au ressort, puisque là, le poids est annulé par la réaction du support. Donc on a quand même la force, ce qu'on appelle la force de rappel du ressort, c'est-à-dire quand on étire un ressort, il rappelle, il ramène le système vers la position d'équilibre du ressort. C'est typiquement ce qu'on a là sur les schémas. On a une période qui dépend de la masse, 2π racine de masse sur K, K étant la constante de raideur du ressort, en newton par mètre, je ne l'ai pas dit. Donc c'est à quel point votre ressort est dur en fait et va permettre l'oscillation. Donc plus le ressort est dur, plus la constante de raideur va être importante. Voilà pour ce qui est à retenir de ce chapitre.